Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e vidéo de notre rétrospective 2023. Aujourd'hui je vais vous passer en revue le top 10 mondial masculin et on commence tout de suite avec le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Alors que dire de plus de Novak Djokovic qui n'a déjà été dit? Une chose sans doute qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il aurait normalement dû être numéro 1 mondial également l'an dernier. En 2022, il a tout de même remporté Wimbledon, le Masters, l'ATP 1000 de Rome, mais s'il n'a terminé qu'à la 5e place, c'est en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. On se souvient par exemple que les points de Wimbledon n'ont pas compté, et donc si on lui avait rajouté ces 2000 points, il aurait été à égalité avec Carlos Alcaraz à la première place. Et si on ajoute à ça le fait qu'il n'a pas eu le droit de participer à l'Open d'Australie, à l'US Open et aux 4 ATP 1000 qui ont eu lieu en Amérique du Nord, mais vous voyez bien que sa place de numéro 1 normalement aurait dû être assurée. Après, il a pris la décision de ne pas se faire vacciner, c'est un choix controversé et douteux, mais qu'il a totalement assumé, et il en a payé le prix fort. En 2023, il a repris sa marche en avant dès janvier, en s'imposant à Adélaïde et à l'Open d'Australie. Il a d'ailleurs repris la première place mondiale grâce à cette victoire. Il s'agit de son 10e succès à Melbourne, où il est de loin le plus titré. Cette victoire devait certainement lui tenir à cœur après 2022 et ce qui s'est passé là-bas. Et puis il ne voulait certainement pas laisser à Rafael Nadal le titre de seul joueur à avoir gagné plus de 10 fois le même Grand Chelem. Djoko s'est montré un petit peu plus discret par la suite. Il a tout de même atteint une demi-finale à Dubaï, mais a été interdit de jouer encore à Indian Wells et à Miami. Son retour sur terre battue a été un peu lent au départ après cette pause, mais il a tout de même atteint un quart de finale à Rome tout de même. Il n'était donc pas parmi les grands favoris de Roland-Garros, mais il a quand même réussi à remporter le titre en dominant totalement Alcaraz en demi-finale. Il s'agit de son 3e titre à Paris et c'est donc le seul joueur à avoir remporté les 4 grands chelems au moins 3 fois. Cette victoire lui permet surtout de dépasser Rafael Nadal pour atteindre les 23 titres du Grand Chelem. C'est à Wimbledon que Novak Djokovic a connu la plus grosse déception certainement de sa saison. Alors qu'il aurait pu rejoindre Roger Federer et ses 8 titres au sommet du palmarès du plus prestigieux des tournois, il reste donc bloqué à 7 après une défaite en 5-7 contre Alcaraz en finale. Qui plus est, cette défaite lui fait perdre sa première place mondiale au profit de l'Espagnol. Il se reprend toutefois très vite puisque, enfin débarrassé de l'interdiction de jouer aux États-Unis, il remporte coup sur coup les tournois de Cincinnati et de l'US Open. Dans l'Ohio, il prend sa revanche sur Alcaraz dans un match hyper serré, conclu sur le score de 5-7, 7-6, 7-6. Enfin, à New York, il décroche son 24e titre du Grand Chelem et égalise avec le record de Margaret Court. Il reprend d'ailleurs aussi la première place mondiale par la même occasion. Parassasié, il termine encore la saison en remportant l'ATP 1000 de Paris et le Masters. Là encore, ce 7e titre au Masters est un record auquel il tenait certainement. Depuis Roland-Garros, le Serbe est juste énorme. Il n'a perdu que 3 matchs, 3 fois dans des rencontres très serrées face à des joueurs au top. Il s'agissait donc de ce match en 5-7 face à Alcaraz à Wimbledon et 2 autres face à Sinner, 7-6 au 3e en poule des Masters et en demi-finale de la Coupe du Monde ITF, où il a tout de même obtenu 3 balles de match. Où peut-il s'arrêter? Quel record lui reste-t-il à battre? Je pense certainement que la médaille d'or olympique, un des seuls grands titres qui lui manque, reste quelque part au coin de sa tête. Il pourrait aussi en 2024 devenir le plus vieux vainqueur de l'histoire d'un tournoi du Grand Chelem. Il dépasserait Ken Rosewall s'il gagne l'US Open. Il peut également égaliser les records de titres à Wimbledon, on l'a dit, en gagnant un 8e titre, il égaliserait Federer. Et à l'US Open, il égaliserait plusieurs joueurs qui sont à 4 titres. Enfin, également, il aimerait bien dépasser Margaret Court au nombre total de titres du Grand Chelem. Il y a également le record de titres sur le circuit ATP qu'il peut dépasser. Là, ce sera peut-être difficile pour 2024 puisqu'il en est à 98 titres et que le recordman Jimmy Connors est lui à 109 titres. 12 titres pour être le recordman absolu, ce n'est pas impossible pour lui, mais il faudra quand même qu'il poursuive au même niveau jusque 2025 voire 2026. Carlos Alcaraz pourrait être celui qui l'en empêche. Après sa première saison au sommet en 2022, l'Espagnol a confirmé cette année. Pourtant, ses fans pouvaient être inquiets après une fin de saison très compliquée physiquement. Il a notamment été contraint de déclarer forfait pour le Masters, mais également en ce début d'année pour toute la saison australienne. Ses absences lors de tournois tout de même très importants en termes de points
lui ont fait perdre la première place mondiale. Et c'est en Amérique du Sud qu'il débute l'année 2023. Et comme Djokovic, il remporte son tout premier tournoi, c'était un 250 à Buenos Aires. La semaine suivante, il est surpris en finale à Rio de Janeiro par Norrie, qui gagne 7-5 au troisième set. L'Espagnol démontre son retour au top à Indian Wells en remportant son troisième tournoi ATP 1000, en battant Sinner puis Medvedev, joueur pourtant en super forme, en finale. À Miami, il se hisse encore en demi-finale, mais cette fois il cède contre Sinner en 3-7. Son retour sur terre est brillant puisqu'il enchaîne des victoires à Barcelone et à Madrid. Il subit toutefois une défaite assez étonnante en 8e à Rome face au Hongrois Marosan. Il arrivait tout de même à Roland-Garros avec le statut de grand favori et il atteint d'ailleurs les demi-finales sans trop être inquiété, mais il y sombre physiquement et même nerveusement contre Djokovic. Alcaraz retrouve le sourire sur gazon où il avait pourtant très peu de références jusque-là. Il n'avait en effet disputé que 2 tournois sur cette surface jusque-là, 2 fois à Wimbledon, et il avait été battu au deuxième tour en 2021, puis en 8e de finale l'année passée. Mais ce manque d'expérience ne semble pas compter puisqu'il s'impose aux Queens et surtout à Wimbledon pour signer son 2e titre majeur. Dans le Grand Chelem londonien, il humilie Medvedev en demi-finale, puis bat en finale le quadruple champion en titre Novak Djokovic en 5-7. Le Serbe n'avait plus perdu dans ce tournoi depuis 2017, ça vous donne une petite idée de l'exploit réalisé par Alcaraz. Ce succès lui permet en plus de reprendre la première place mondiale. Durant l'été, il est ensuite surpris en quart de finale à Toronto par Tommy Paul, avant d'atteindre tout de même encore les demi-finales à Cincinnati et à l'US Open. Lors de ces 2 occasions, il n'a été battu que par Djokovic et Medvedev, qui sont tout de même les 2 meilleurs joueurs sur dur de la planète, mais malgré ça, il perd sa première place mondiale à l'issue de l'US Open, et ne la retrouvera plus en 2023. Après une nouvelle demi-finale à Pékin, sa fin de saison est tout de même plus compliquée. Il atteint un 8e à Shanghai, où il est battu par Dimitrov, puis il est battu d'entrée à Paris par le Russe Safiulin. Il se hisse quand même encore en demi-finale du Masters, mais il est largement dominé par Djokovic. À nouveau, ses difficultés physiques en fin d'année posent question. Son jeu, où il donne tout sur chaque point, l'empêche probablement d'être performant sur 11 mois. Un peu à l'image de Nadal, qui éprouvait les mêmes difficultés durant toute sa carrière. Alcaraz va certainement devoir adapter son calendrier s'il veut durer aussi longtemps que son glorieux aîné. Beaucoup de questions entouraient Daniil Medvedev au début de l'année. Le Russe avait remporté son premier Grand Chelem et atteint la première place mondiale en 2021, mais il s'était un peu effondré l'année suivante. Il commence en effet 2023 seulement à la 7e position. Il ne va pas mettre longtemps à rassurer ses supporters, mais pas dès l'Open d'Australie où il se fait surprendre par Korda au 3e tour, et comme il avait une finale à défendre à Melbourne, il est même brièvement sorti du top 10 pour la première fois depuis son entrée en juillet 2019. Mais sa mauvaise série a pris fin lors du mois de février, puisqu'il a remporté coup sur coup 3 tournois, d'abord en salle à Rotterdam, puis au Moyen-Orient, à Doha et à Dubaï, en battant Djokovic en demi aux Émirats. Il poursuit sur sa lancée durant les premiers ATP 1000 de la saison, il se hisse encore jusqu'en finale à Indian Wells, où il n'est battu que par Alcaraz, et il fait mieux encore à Miami, puisqu'il remporte le tournoi, son 5e dans cette catégorie. Après cette belle série, il est déjà de retour à la 4e place mondiale. On sait que le Russe n'aime pas particulièrement la terre battue, mais il réalise pourtant une assez bonne saison sur cette surface. Il atteint d'abord un quart de finale à Monte-Carlo, puis les 8e à Madrid. Mieux, il s'adjuge carrément le tournoi de Rome en y dominant Zverev, Tsitsipas et Rune. Pas mal tout de même pour un allergique à la terre. Il retombe toutefois dans ses travers à Roland-Garros, où il est battu d'entrée par un qualifié, le Brésilien Seybothwild. Pas beaucoup plus à l'aise sur gazon, il perd en quart de finale à Halle, mais se hisse tout de même en demi à Wimbledon. Il n'y rencontre toutefois pas le moindre top 30 et est laminé par Alcaraz dans le dernier carré. Son retour sur dur est moins brillant que prévu, il est surpris en quart de finale à Toronto et dès le 8e à Cincinnati, mais il se reprend à l'US Open et réalise un nouveau superbe parcours jusqu'en finale. En demi, il prend même la mesure du numéro 1 mondial Alcaraz. S'il est battu en 3-7 ensuite par Djokovic, sa 5e finale en Grand Chelem lui permet de revenir au 3e rang mondial. Le Russe atteint encore 2 nouvelles finales en ATP 500 durant l'automne, à Pékin et à Vienne, où il perd à chaque fois face à Sinner dans des matchs très serrés. Il est par contre moins performant en ATP 1000 puisqu'il perd au 3e tour à Shanghai et dès son entrée en lice à Paris. Au Masters, Medvedev se montre intraitable contre Rublev et Zverev, mais il perd son dernier match de poule contre Alcaraz, ce qui l'empêche de terminer en tête de son groupe.
et le contraint donc à retrouver Sinner en demi-finale, l'homme en forme de cette fin de saison. Il perd à nouveau contre l'Italien, mais assure sa place dans le top 3 mondial. Il reste toutefois à bonne distance des deux premiers, mais il jouera sûrement encore les premiers rôles en 2024. En tout cas, dans tous les tournois disputés sur surface dure. Longtemps considéré comme le grand espoir du tennis mondial, Jannik Sinner s'était fait dépasser par Carlos Alcaraz l'année passée. Ponctuellement, il lui arrivait de réaliser de très bonnes performances. Il avait notamment atteint 4 quarts de finale en Grand Chelem, dont 3 sur la seule année 2022. Plus inconstant sur le reste des tournois, notamment lors des ATP 1000, il ne parvenait pas vraiment à s'incruster dans le top 10. Il a désormais rattrapé son retard, notamment avec une superbe fin de saison. En Australie, il débute plutôt pas mal, avec un quart de finale à Adélaïde et un huitième de finale à l'Open d'Australie où il n'est battu qu'en 5-7 par Stefanos Tsitsipas, futur finaliste. L'Italien réalise alors une bonne tournée en salle en Europe, puisqu'il remporte le tournoi de Montpellier et atteint la finale de l'ATP 500 de Rotterdam où il n'est battu qu'en 3-7 par Daniil Medvedev. Il se montre enfin très régulier en ATP 1000 lors des 2 tournois de cette catégorie disputés au mois de mars. Il atteint en effet les demi-finales d'Indian Wells, où il n'est battu que par Carlos Alcaraz, avant de prendre sa revanche face à l'Espagnol, au même stade de la compétition à Miami, mais de perdre finalement en finale contre Medvedev de nouveau. Sa série ne s'arrête pas sur terre, puisqu'il se hisse encore en demi-finale à Monte-Carlo, où il perd 7-5 au dernier set face à Holger Rune. Malade, il doit par contre déclarer forfait avant son quart de finale à Barcelone, puis renoncer à disputer le tournoi de Madrid. Pas encore totalement remis, il est battu au 3e tour à Rome, puis en 2e tour de Roland-Garros par l'Allemand Daniel Altmaier, au terme d'un match dans 5-7 vraiment très serré. À l'image d'Alcaraz, Jannik Sinner n'a pas encore beaucoup de références sur gazon, et ça se voit puisqu'il est arrêté en quart de finale à 's-Hertogenbosch et à Halle. Par contre, à Wimbledon, il profite bien d'un tableau assez dégagé pour se hisser en demi-finale, où il n'est pas totalement ridicule face à Novak Djokovic. Mais c'est véritablement en deuxième partie de saison que l'Italien va exploser. Il remporte tout d'abord le ATP 1000 de Toronto, et c'est sa toute première victoire dans un tournoi de cette catégorie. Surpris d'entrer à Cincinnati, il est battu en 8e de finale de l'US Open, mais en 5-7 très serré, face au revenant Alexander Zverev. Il remporte son 4e titre de la saison ensuite à Pékin, en battant notamment Alcaraz et Medvedev. Après une défaite en 8e de finale à Shanghai face à Ben Shelton au tie-break du dernier set, il remporte un nouvel ATP 500 à Vienne, où il bat de nouveau Medvedev en finale. Enfin, il abandonne avant de disputer son 8e de finale à Paris, dans des circonstances un petit peu tristes. Les organisateurs voulaient en effet le faire jouer assez tôt ce match dans la journée, alors qu'il avait terminé très tard la veille, et il a juste pas voulu prendre de risques pour sa santé. Et bien lui en a pris, puisque au Masters de Turin, il a encore atteint la finale, après une superbe démonstration en poule, où il a battu Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas et Holger Rune. En demi, il bat pour la 3e fois de l'automne Daniil Medvedev, et malheureusement pour lui, il perd en finale contre Djokovic. Avec 3 titres en 3 mois et cette finale au Masters, l'Italien passe tout de même de la 8e à la 4e place mondiale. S'il garde sa régularité de fin de saison, il sera à surveiller de très près en 2024. Andrei Rublev termine la saison à la 5e place mondiale. Après un premier quart de finale en Grand Chelem à l'US Open 2017, le Russe s'était montré plutôt discret par la suite. Il faut attendre 2020 pour le voir exploser au plus haut niveau. Cette année-là, il remportait 5 titres, dont 3 ATP 500. Il atteignait également 2 nouveaux quarts de finale en Grand Chelem à Roland-Garros et à l'US Open, et cette superbe saison lui permettait de faire son entrée dans le top 10. Il n'en est quasiment plus ressorti depuis, mais manque un petit peu de régularité pour l'instant pour franchir un échelon supérieur. Cette irrégularité, on la remarque dès la tournée australienne, puisqu'il perd d'entrée les 2 tournois de préparation qu'il dispute à Adélaïde, avant de rejoindre tout de même encore les quarts de finale à Melbourne. Il y est toutefois largement dominé par Novak Djokovic. En février, il connaît à nouveau 2 défaites précoces à Rotterdam et à Doha, mais se hisse tout de même en finale à Dubaï, où il est battu en 2-7 assez secs par son pote Daniil Medvedev. Il ne brille pas particulièrement lors des 2 Masters 1000 à Indian Wells et Miami, puisqu'il est battu en 8e de finale à chaque fois. Contrairement à Medvedev, il aime jouer sur terre battue, et il le prouve en s'imposant à Monte-Carlo. Il s'agit là de son tout premier titre en ATP 1000,
une catégorie de tournoi où il est souvent bien placé, mais où jusqu'ici il n'arrivait vraiment pas à s'imposer. Par la suite, il atteint une autre finale à Banja Luka, mais est de nouveau battu en huitième de finale, tant à Madrid qu'à Rome. Tout de même pointé comme outsider à Roland-Garros, il déçoit en sortant dès le troisième tour face à Lorenzo Sonego au bout d'un très long match en 5-7. Roublev réalise une belle saison sur gazon tout de même, puisqu'il atteint la finale à Halle, avant de rejoindre un nouveau quart de finale en Grand Chelem à Wimbledon. Il y prend sa revanche sur Alexander Bublik, qu'il avait battu en finale à Halle, au terme d'une très belle partie en 5-7 également. Et en quart, il prend un set à Novak Djokovic. Durant l'été, Roublev remporte encore le tournoi de Bastad, mais il est surpris d'entrer tant à Toronto qu'à Cincinnati. À l'US Open, il réalise encore un bon tournoi où il se qualifie de nouveau pour les quarts de finale, mais là encore, il est battu assez sèchement par Medvedev en 3-7. La fin de saison de Roublev est plutôt bonne, puisqu'il atteint une deuxième finale en Masters 1000 cette année à Shanghai. Il n'y est battu qu'au tie-break du dernier set par Hubert Hurkacz, et il atteint encore les demi-finales à Vienne et à l'ATP 1000 de Paris, où il n'est battu que par Sinner et Djokovic. Par contre, il passe complètement à côté de son Masters, puisqu'il perd ses 3 matchs contre Medvedev, Alcaraz et Zverev en 2-7. 5e mondial au terme de la saison, Andrei Rublev est donc certainement un des meilleurs joueurs de la planète, mais il manque encore de constance pour arriver à vraiment s'installer parmi les tout meilleurs. Il lui faudra surtout dépasser ses quarts de finale en Grand Chelem, qui semble pour l'instant être son plafond de verre. S'il y a un joueur qui termine dans ce top 10 et qui n'est sans doute pas totalement satisfait de sa saison, c'est Stefanos Tsitsipas. Depuis son arrivée sur le circuit, le Grec a en effet toujours progressé au classement d'année en année, ou en tout cas, il s'est stabilisé, mais cette fois, il perd 2 places. Et ce petit recul est essentiellement dû à une fin de saison plutôt compliquée. Car durant la tournée australienne notamment, tout semblait aller pour le mieux pour Stefanos Tsitsipas. Demi-finaliste de la United Cup, il s'est ensuite hissé en finale de l'Open d'Australie. Sur sa route, il a dominé Yannick Sinner en 5-7, puis encore Karen Khachanov en demi-finale, avant de perdre en 3-7, mais tout de même de façon assez serrée, face à Novak Djokovic. S'il grimpe alors à la 3e place mondiale, la suite va être beaucoup moins fructueuse. Il s'incline en effet au 2e tour de Rotterdam contre Sinner, puis au premier à Indian Wells et en 8e de finale à Miami. Tenant du titre à Monte-Carlo, il se fait surprendre en quart de finale par Taylor Fritz. Il se reprend tout de même à Barcelone où il atteint la finale, seulement battu par Carlos Alcaraz, puis il enchaîne avec un quart de finale à Madrid et une demi-finale à Rome. Placé comme outsider pour Roland Garros, il se hisse en quart de finale, mais y est tout de même largement dominé par Carlos Alcaraz. Tsitsipas va ensuite beaucoup jouer sur le gazon, mais avec assez peu de résultats. Lors de ses 3 tournois de préparation pour Wimbledon, il ne va remporter qu'un seul match, et dans le Grand Chelem londonien, il va être surpris en 8e de finale et en 5-7 par la révélation du tournoi, l'Américain Christopher Eubanks. Au début de la saison sur dur en Amérique du Nord, il va remporter le tournoi de Los Cabos au Mexique, mais ce sera son seul titre de la saison, et dans un tournoi plutôt mineur il faut le dire. Par la suite, il va être surpris d'entrer à Toronto, puis au 3e tour de Cincinnati, avant de perdre au 2e tour de l'US Open en 5-7 contre Dominic Stricker. Son début d'automne est encore assez poussif, il s'incline d'entrée à Pékin, au 3e tour à Shanghai, atteint tout de même une petite demi-finale à Anvers, puis à Vienne, et il se hisse encore dans le dernier carré de l'ATP 1000 de Paris, où il n'est battu qu'au tie-break du dernier set par Dimitrov. Qualifié pour le Masters, il perd son premier match avant d'abandonner au début du deuxième. Avec une finale à l'Open d'Australie et 2 demi-finales en ATP 1000, le bilan de Tsitsipas est quand même plutôt maigre, en tout cas si on le compare aux 2 années précédentes, et surtout il va avoir les points de cette finale à Melbourne à défendre dès le mois de janvier. S'il chute précocement, il pourrait très bien sortir du top 10. La place d'Alexander Zverev dans ce top 10 s'apparente plutôt à un petit miracle. On se souvient, l'Allemand avait chuté assez lourdement lors de sa demi-finale à Roland-Garros en 2022. Victime d'une triple déchirure des ligaments, il ne pourra plus jouer de toute la saison. Alors 3e mondial, il semblait jouer son meilleur tennis, mais il termine finalement cette saison à la 2e place après 6 mois d'absence. Son retour en début d'année est encore un peu poussif. Il est en effet battu au 2e tour de l'Open d'Australie, puis également au 2e tour à Rotterdam ou d'entrée à Doha. C'est à Dubaï qu'il réalise première bonne performance puisqu'il atteint les demi-finales et n'est battu que par Andrei Rublev. Il pousse ensuite Medvedev dans ses derniers retranchements lors des 8e de finale d'Indian Wells, mais est encore battu d'entrée à Miami. De retour sur terre, il atteint encore les 8e de finale à Monte-Carlo, à Madrid et à Rome. C'est Alcaraz qui le domine facilement en Espagne et Medvedev qui le bat à Monte-Carlo et en Italie.
Un an après son accident, il revient à Roland-Garros et il réalise un très beau parcours puisqu'il se hisse en demi-finale avant de céder en 3-7 assez rapide contre Casper Ruud. Encore demi-finaliste à Halle, l'Allemand s'incline au troisième tour de Wimbledon, mais face à Matteo Berrettini, qui est tout de même un spécialiste du gazon. Et il refait un petit tour sur terre battue pour s'imposer à Hambourg. Ce tournoi est un ATP 500 et il s'agit de son premier titre depuis sa victoire au Masters fin 2021. L'Allemand enchaîne encore avec une demi-finale à Cincinnati, où il est battu en 2-7 serrés par Djokovic, puis un quart à l'US Open, où il est de nouveau battu par Alcaraz assez sèchement. Mais tout de même, au tour précédent, il avait réussi à dominer Yannick Sinner en 5-7, et vu la forme de l'Italien en fin de saison, c'est plutôt une belle performance. En début de saison asiatique, Zverev va remporter un deuxième titre à l'ATP 250 de Chengdu. Il atteint encore une demi-finale à l'ATP 500 de Pékin, mais la suite va être un petit peu moins bonne puisqu'il perd d'entrée à Shanghai et à Tokyo, puis en quart à Vienne et en huitième à Paris. Lors des Masters, il bat tout de même Alcaraz et Rublev en poule, mais sa défaite face à Medvedev le prive de demi-finale. Tout de même, au vu de la gravité de sa blessure, il n'imaginait probablement pas être qualifié pour ce Masters en fin d'année, ni même finir dans le top 10. Il pourrait donc rejouer les premiers rôles en 2024 et à 26 ans, tout est possible pour lui. Âgé de 20 ans comme Carlos Alcaraz, Holger Rune s'est révélé en 2022 en remportant 3 titres, dont le Masters 1000 de Paris. Il avait également atteint le premier quart de finale de sa carrière à Roland-Garros, et ses résultats lui avaient permis de terminer l'année aux portes du top 10. 2023 était donc l'année de la confirmation pour lui, et on peut dire que le Danois a plutôt bien commencé, mais la fin de saison a par contre été nettement plus compliquée. Rune s'est encore distingué à l'Open d'Australie, où il s'est hissé en huitième de finale, et n'a été vaincu que 11-9 au tie-break du 5e set par Andrei Rublev. Après des demi-finales à Montpellier et à Acapulco, il n'a pas trop bien réussi les 2 premiers ATP 1000 de la saison, puisqu'il a perdu au 3e tour à Indian Wells et en 8e de finale à Miami. Mais le retour sur terre battue lui a été très bénéfique, puisqu'il a atteint la finale de Monte-Carlo, une nouvelle fois battu par Rublev et une nouvelle fois dans un match très serré. Auparavant, il avait tout de même dominé Daniil Medvedev et Yannick Sinner. Il enchaîne en remportant le 4e titre de sa carrière à Munich, puis atteint encore la finale à Rome. Dans ce tournoi, il semble faire le plus dur en battant Novak Djokovic en quart de finale, puis Casper Ruud, un joueur qui lui a souvent posé beaucoup de problèmes. Mais à la surprise générale, il s'incline en finale face à Daniil Medvedev, pourtant pas vraiment favori vu qu'il est moins à l'aise sur terre battue. Cité parmi les outsiders pour Roland Garros, il se hisse en quart de finale mais assez péniblement. Il doit notamment batailler ferme en huitième de finale face à Francisco Cerundolo, qui ne s'incline que 9-7 au tie-break du dernier set. Et en quart, il est battu en 4-7, mais assez sèchement tout de même, par Casper Ruud à nouveau. Il démontre ensuite qu'il peut également très bien jouer sur le gazon, puisqu'il se hisse en demi-finale au Queens, puis en quart de finale à Wimbledon. Après une victoire contre Grigor Dimitrov, il est battu en 3-7 par Carlos Alcaraz. La suite de sa saison va être beaucoup plus compliquée, notamment en raison d'une douleur au dos. De juillet à octobre, il ne va en effet remporter qu'un seul match et va en perdre 6. Il s'incline en effet d'entrée de jeu, notamment à l'US Open contre le modeste espagnol Carbales Baena, ou encore lors des ATP 1000 de Toronto, de Cincinnati et de Shanghai. Le Danois retrouve tout de même quelques couleurs en toute fin de saison, puisqu'il atteint encore une demi-finale à l'ATP 500 de Bâle et un quart de finale à l'ATP 1000 de Paris. Il défendait son titre à Paris, on vous le rappelle, et il se fait mieux que se défendre puisqu'il pousse Novak Djokovic au 3-7 très serré. Qualifié de justesse pour les Masters grâce à ce dernier quart de finale, il est battu dans la poule de la mort, notamment par Djokovic et Sinner. Ses soucis physiques sont quand même un petit peu inquiétants pour la suite, il n'a toujours que 20 ans, il faut le dire, mais s'il retrouve rapidement l'entièreté de ses capacités, il devrait de nouveau faire partie des meilleurs mondiaux en 2024. S'il est un joueur qui fait peu parler de lui alors qu'il joue vraiment au top niveau, c'est bien Hubert Hurkacz. Le Polonais termine en effet pour la 3e fois consécutive dans le top 10 mondial. Révélé par sa victoire à l'ATP 1000 de Miami en 2021, qu'il a suivi d'une demi-finale à Wimbledon quelques mois plus tard, il s'est depuis distingué par sa régularité au plus haut niveau. Dès la tournée australienne, on le voit atteindre les demi-finales à la United Cup, bien aidé évidemment par la numéro 1 Iga Swiatek. Par la suite, il atteint encore un huitième de finale à l'Open d'Australie, battu seulement au tie-break du dernier set par Sébastien Corda. En février, il remporte le 6e titre de sa carrière à Marseille, puis atteint encore un quart à Dubaï.
Son printemps est par contre nettement moins bon, avec seulement un petit huitième de finale à Monte-Carlo à se mettre sous la dent. Et à Roland-Garros, il bat David Goffin au premier tour en 5-7, puis Talon Griekspoor également en 5-7, avant de perdre sur la même marge face au Péruvien Varias au troisième tour. Urcax retrouve un petit peu le sourire sur gazon. Il atteint notamment une demi-finale à Stuttgart et le huitième à Wimbledon, où il n'est battu qu'en 4-7 assez serré par Novak Djokovic. Après un huitième de finale à Toronto, il se hisse en demi-finale de Cincinnati, seulement battu en 3-7 par Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial. Le Polonais ne confirme pas à l'US Open, où il est battu dès le deuxième tour par le Britannique Jack Draper. Mais la meilleure performance de sa saison, c'est en octobre qu'il la signe, puisqu'il remporte son deuxième ATP 1000 à Shanghai. En finale, il vient à bout d'Andrei Rublev, 18 au tie-break du dernier set. Il confirme lors de la tournée en Europe en atteignant la finale à Bâle, puis un quart de finale à Paris. Cette bonne fin de saison ne lui permet toutefois pas de terminer parmi les 8 qualifiés pour le Masters de Turin, mais il est repêché suite au forfait de Tsitsipas et peut tout de même jouer un match perdu en 3-7 face à Novak Djokovic. Sans faire de vagues, malgré un tennis assez dévastateur avec un très gros service, un très beau coup droit, le Polonais est en train de réaliser vraiment une très belle carrière et à 26 ans, c'est certainement pas encore fini. L'Américain Taylor Fritz est arrivé très jeune sur le circuit puisqu'il faisait son entrée dans le top 100 à 18 ans seulement. Il lui a fallu tout de même plusieurs années pour s'acclimater au circuit professionnel, en poursuivant tout de même sa progression pas à pas jusqu'à l'explosion en 2022 et son entrée dans le top 10. Il avait alors remporté son premier ATP 1000 à Indian Wells et également atteint son premier quart de finale en Grand Chelem à Wimbledon. Cette année, il confirme au plus haut niveau, remportant d'ailleurs directement la United Cup aux côtés de Frances Tiafoe, Jessica Pegula et Madison Keys. À l'Open d'Australie, par contre, il est battu en 5-7 par le joueur local Alexei Popyrin. Après une demi-finale à Dallas, il remporte le 5e titre de sa carrière à Delray Beach. Il enchaîne avec encore une demi-finale à Acapulco. Il défend avec acharnement son titre à Indian Wells en ne perdant qu'en quart de finale et en 3-7 serrés face à Yannick Sinner. On le retrouve en quart de finale à Miami, où il bat cette fois Holger Rune, mais s'incline en 2-7 face à Carlos Alcaraz. S'il a encore peu de références sur terre battue, il réalise une très bonne saison sur cette surface. Il atteint notamment une belle demi-finale à Monte-Carlo, où il prend la mesure d'un vrai spécialiste, Stefanos Tsitsipas. Par la suite, il atteint encore les demi-finales à Munich et à Genève, et un huitième de finale à Madrid. À Roland-Garros, par contre, il est battu dès le troisième tour par Francisco Cerundolo en 4-7. Sa saison sur gazon est nettement moins réussie, puisqu'il ne remporte que 3 matchs en 4 tournois, et à Wimbledon, il est battu en 5-7 par le Suédois Michael Himmer au deuxième tour. De retour dans son pays, il remporte un nouveau titre à Atlanta, avant de se hisser en demi-finale de l'ATP 500 de Washington. Il aligne ensuite un huitième de finale à Toronto, un quart à Cincinnati et un nouveau quart de finale à l'US Open. Dans l'Ohio comme à New York, il est tout de même assez largement battu par Novak Djokovic. En fin de saison, l'Américain se montre tout de même nettement moins performant puisqu'il ne veut plus atteindre le moindre quart de finale et va même terminer sa saison sur un abandon suite à une blessure aux abdominaux lors de l'ATP 1000 de Paris. Taylor Fritz a également 26 ans et il fait partie de cette génération qu'on a un temps appelé les Next Gen, avec Medvedev, Rublev, Tsitsipas, Zverev, Urcax, tous ces joueurs qui dominent très largement le top 10 aujourd'hui. Après, il y a également la génération suivante qui est déjà bien placée, avec Alcaraz, Sinner ou Rune, et toujours l'éternel Novak Djokovic qui, à 36 ans, domine de la tête et des épaules ce circuit.